Bonjour et bienvenue dans La Capsule. La Capsule, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos souvenirs, jeux vidéo, manga, littérature, musique, bref, on parle de culture. Et aujourd'hui, je reçois avec moi peut-être la personne qui est la plus calée en culture pop en France. Je reçois aujourd'hui Big Sébastien Delamide. Salut Amine, je Comment suis ça va? très content d'être là. Bah, merci déjà, quelle intro. Je rougis, je rougis. J'ai pas cette prétention, mais merci beaucoup en tout cas. Bah écoute, le plaisir est pour moi. Je suis trop content de te recevoir. Ça fait déjà un moment que je voulais te recevoir dans La Capsule. En plus, je sors d'une pause de 2 mois là et je suis trop content de reprendre avec toi. Bah écoute, ça me fait plaisir. Franchement, ça fait un moment qu'on devait le faire ensemble, donc je suis content qu'on ait pu trouver le temps et en tout cas la bonne fenêtre pour le faire. Bien, merci. Bah écoute, on va commencer. Est-ce que tu peux nous dire de qui es-tu et d'où viens-tu, Sébastien? Alors du coup, je m'appelle Sébastien Abdelhamid, je fais plein de choses. Je suis artiste et je décline toutes mes passions dans différentes branches et différents métiers. Euh, D'où je viens? Bah, je viens de, je viens de loin. Voilà, je viens j'ai grandi en Seine-Maritime dans le 76, dans un quartier à côté de Rouen qui s'appelle Canteleu, Cité Verte. Et après, je suis arrivé sur Paris. J'ai fini de grandir à Belleville, Ménilmontant. Voilà. Ok, ok. De toute façon, on va revenir un peu sur ton enfance et tout ça. Mais justement, avant tout ça, au début, dans mon intro, j'ai précisé que tu étais peut-être la personne la plus calée en culture pop en France. Mais justement, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient cet amour et cet attrait pour la culture pop? Bah, franchement, c'est super simple. Ce qu'on appelle aujourd'hui culture pop et culture populaire au sens large du terme, en fait, aujourd'hui, c'est devenu de la culture. Mais à l'époque, c'était tout simplement du loisir. J'ai grandi à la fin des années 80 et dans les années 90. Les seules ressources que j'avais, c'était une télévision et j'achetais des jeux vidéo quand je touchais ma bourse. Donc, en gros, ce qu'on appelle aujourd'hui la culture populaire, c'était juste les loisirs que j'avais à l'époque qui sont devenus des passions. J'étais un passionné de jeux vidéo, j'étais un passionné de films, de cinéma, de séries, parce que c'était gratuit. C'était le seul truc que je pouvais consommer gratuitement. Je partais pas en vacances, etc. Donc, je regardais énormément la télé. Ce qui fait que j'ai engrangé pas mal de choses et ça a fait naître en moi très très vite en fait des passions, que ce soit du coup le cinéma, les séries, l'animation japonaise, par extension du coup après tout ce qui s'est décliné, la presse papier, jeux vidéo, le sport, le basket, le foot, évidemment les jeux vidéo, c'est une part importante de ma culture. Donc voilà, en fait tout ça, ça s'est fait assez naturellement. Mais là, à contrario, avec d'autres personnes qui ont peut-être lâché toutes ces passions et toutes ces appétences avec le temps, où elles ont évolué, se sont transformées, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Et c'est quelque chose c'est le fil conducteur, on va dire, de ma vie. Ouais, de toute façon, on en reparlera. Aujourd'hui, tu as fait énormément de choses autour de justement la culture pop. Mais justement, quel est ton tout premier souvenir par exemple, de manga ou de jeux vidéo? C'est quoi ton premier souvenir? Waouh, mon premier souvenir de jeu vidéo, je pense que c'est d'abord du jeu électronique. Donc, il faut savoir qu'avant les consoles portables, on avait des petits jeux électroniques avec des écrans LCD. Je parle même pas de Game Watch. Ouais. J'ai eu une Game Watch. J'étais en primaire, je me rappelle encore, etc. Mais même avant ça, j'avais un petit jeu. C'était un jeu électronique en rond comme ça, où tu jouais un gardien de but. Et en fait, Ouais. tu devais aller à droite, à Ouais, je vois gauche, très bien. arrêter, etc. Et je me butais à ça. Et après, en manga, c'est plus mon premier souvenir, il est plus lié à de l'animation japonaise parce que on a d'abord eu accès à cette époque-là à l'animation japonaise avant le manga papier. Et mon premier souvenir, je pense que c'est Cobra. Je Cobra. pense que c'est Cobra, Galaxy Express, Albator. Ouais. Mais Cobra, en tout cas, c'est un premier souvenir parmi les plus marquants. Ouais. Belmondo, on Euh, t'embrasse. Belmondo et Delon, parce que quand Ouais, c'est vrai, j'avais exactement. posé la question à Terazawa, il m'avait dit attention, c'est Belmondo et Delon. C'est vrai, tu as raison. Donc, Ouais. Ouais. Ben, dans une interview, tu dis que le Club Dorothée t'a éduqué. ouais. Est-ce que tu peux nous raconter quel impact a eu cette émission pour toi dans Bah, ta vie? énorme, c'est simple. Moi, la télé, globalement, m'a éduqué. Je passais énormément de temps devant. Le Club Dorothée, c'était plus que. Il y en a beaucoup, beaucoup disent c'était ma nounou Dorothée, etc. Moi, c'était bien plus que ça. C'était limite ma tante, en fait.
C'est-à-dire que c'était mes rendez-vous, je passais mon temps, mes journées étaient, j'ai envie de dire, rythmées par la télévision plus que par l'école ou quoi que ce soit, hein, très honnêtement, hein. Et le Club Dorothée, c'est ce qui m'a permis aussi de, je sais pas, de m'évader à ce moment-là, de pouvoir me détendre, de pouvoir, sans même m'en rendre compte en tout cas, découvrir des choses, me divertir et puis rêver d'une certaine manière. Mhm. Moi, Ok. je lui dois beaucoup, hein, à Dorothée. Ouais. Je l'ai dit quand je l'ai rencontré. Aujourd'hui, si je fais ce que je fais, tous les différents métiers que je fais aujourd'hui, franchement, c'est par son biais parce que ça a été un déclencheur incroyable. Mm. Ouais, tu vois, moi, par exemple, j'ai pas eu la chance de connaître le Club Dorothée parce que je suis né en 95. Du coup, Ouais, c'était à la fin. effectivement. Mais j'ai des grands frères et j'ai un grand frère qui est de 83. Et justement, lui aussi, en fait, il me dit exactement la même chose que toi. Il me dit que le Club Dorothée, ça a été une éducation. Et je pense que vous tous, en fait, toutes vos générations, ça a été vraiment un truc incroyable à l'époque, une émission comme ça. On a découvert trop de choses. Ouais. Trop de C'était choses. tout nouveau en plus. En France, l'animation et tout, c'était. Ouais, tu vois, il y a vraiment des émissions qui ont été super importantes. Il y a Club Dorothée, il y a aussi Télévisateur 2, Ouais. présenté par Cyril Cyril Drevet. Drevet, à qui je fais un grand coucou, qui a été super importante aussi. C'était pour moi la seule émission qui a réussi à rivaliser avec le Club Dorothée, où à un moment donné, on se disait, ah, on va aller. Et Cyril d'ailleurs a été dans le Club Dorothée aussi, mais Ouais. on se disait, ah, on va aller sur Télévisateur 2 parce qu'il mélangeait aussi le jeu vidéo avec des séries d'animation, etc., que ce soit les Tiny Toons ou autres, c'était trop cool, quoi. Ouais. Et à cette époque-là, justement, tu utilises tes passions en jeux vidéo et en manga. Ben là, aujourd'hui, en 2026, c'est quoi tes plus grands jeux vidéo et tes plus grands mangas? Si tu pouvais me citer ton manga préféré et ton jeu vidéo All préféré. time, Ouais, all time. all Ce time, serait quoi? ouah, c'est trop dur. Je suis désolé, je suis incapable de faire ça. Je peux te faire une petite liste, mais je suis incapable de dire un, parce qu'un jour, je vais te dire, bah, ça va être tel jeu, mais Hmm. tu vois, parmi mes jeux, si je dois faire un top, pas dans l'ordre, je suis obligé de mettre Street Fighter 2, tu vois, Ouais. parce que c'est un jeu qui a tellement tout révolutionné, tant dans l'industrie du jeu vidéo que dans ma vie à moi. Je suis obligé de te mettre Zelda 3, je suis obligé de te mettre euh, Final Fantasy 7. Ouais. Je suis obligé de te mettre des choses comme ça, tu vois, même Mario Kart. Et je suis obligé de te mettre la série des PES, parce que Ouais. c'est trop, 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 trop fort. ISS, PES, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi, et même FIFA. J'ai beaucoup joué à FIFA aussi, il fut un temps. Mais aujourd'hui, ça peut paraître un petit peu dérisoire de placer un jeu comme PES ou FIFA dans son top, mais Ah, les c'est des amis, souvenirs. tu C'est des remontes à souvenirs. 94. 94, quand on joue à FIFA, quand quelques temps après, tu joues à ISS sur Super Nintendo, après tu joues à ISS Pro, même ISS 64, etc. C'est des jeux, moi, Hmm. en plus des jeux multijoueurs, qui ont été super importants dans ma carrière ma carrière, dans ma vie de joueur. J'ai pas eu de carrière, j'ai joué un petit peu en compétition à PES, mais c'était Ouais. à la grande époque de la PES League. Mais j'ai trop, trop, trop de jeux qui m'ont marqué comme ça. Après, en manga slash animé, évidemment, et à DBZ, on peut rien lui Ouais. enlever. Top 0. Il est, voilà, Ouais, c'est exactement, top c'est ça, 0. il est hors concours. C'est ça. Aujourd'hui, on est en 2026, donc avec le recul, je peux te le dire, One Piece, Naruto, c'est parmi mes plus grandes œuvres aujourd'hui. Après, il y a Cobra, j'ai cité Cobra, c'est Mhm. très, très important pour moi. Okuto no Ken, il y a trop, trop de choses en fait. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui regarde, je suis quelqu'un qui peut être nostalgique mais pas cynique. C'est-à-dire que n'apprécie pas que les anciennes choses. Je Mhm. me dis pas toujours c'était mieux avant. C'est-à-dire Ouais. que par exemple, un de mes jeux préférés ces 10 dernières années, c'est Elden Ring, tu vois. Mhm. Et Elden Ring, j'ai retrouvé des sensations que j'avais pas eues depuis des années. Ouais. Véritablement. C'est un jeu qui m'a C'est vrai que transporté. c'est une claque, Elden Ah Ring. ouais. Et puis bon, il y a GTA Vice City aussi dans mon top, hein. Ouais, ah ouais, City. Ah bah, en plus, on connaît ton amour pour tout ce qui est Miami, Oldies, tout ça. Donc, C'est tout, c'est le cinéma. En fait, c'est une c'est vrai. synthèse de tout le cinéma des années 80. Tu vois, c'est trop fort. Donc, Ouais, c'est vrai. On attend le 6 d'ailleurs. on entend le 6, même si San Andreas c'est aussi dans mon cœur, puisque on va dire Vice City c'est 80, San Andreas c'est plus 90. Tu vois, il y a ce petit truc, ils ont été très très forts. Ouais, en fait, à chaque fois, ils ont fait des, comment dire,
des parallèles avec des choses qu'on connaît vraiment dans la réalité. Tu vois, San Andreas, t'en parlais, en fait, c'est calqué sur l'histoire de Tupac. En fait, enfin, CG, c'est censé Ouais, être Tupac, Biggie, c'est censé être Big Small, censé être Biggie, ouais, Notorious après, Big. ça va même encore plus loin. Tu reprends, tu vois, il y a NWA, tu vois, Ouais, plein de choses qui sont liées au hip-hop, à la culture hip-hop, mm, mais aussi aux gang movies de l'époque, tu vois, Boys in the Hood, ouais. Menace, t'as tout dedans, en fait, tu C'est vois, t'as ça. vraiment tout qui est condensé, tout comme t'avais dans Vice City, l'Impasse, t'avais même Les Affranchis, t'avais Mm, mm. des acteurs de, de- qui doublaient, qui étaient des acteurs de fou, tu vois. Donc, non, non, c'est très, très fort. C'est vrai qu'ils sont très forts. Moi, vu qu'on parle de GTA, on attend le 6, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de GTA 6? Est-ce que, selon toi, ça va être le jeu qui va tout révolutionner, qui va tout changer? Alors, moi, j'ai une position un petit peu peut-être à contre-courant, mais c'est que moi, j'attends juste que le jeu sorte. Mhm. Je me projette pas Ok. comme en disant ça va être le plus grand jeu de tous les temps, ça va être ci, ça va être ça. En fait, limite, je préserve ma hype pour juste apprécier le jeu comme Ouais. j'ai pu apprécier le précédent, tu vois. Je suis pas dans des spéculations pour dire oui. En fait, on sait trop peu de choses aujourd'hui pour pouvoir dire ça va être ci, ça va être ça. On connaît Rockstar, malgré toutes les problématiques qu'il y a pu avoir, j'ai quand même une grande confiance et j'attends le jeu, tu vois. Ouais. J'attends le jeu et je veux juste y jouer et je me préserve au maximum de toute rumeur, toute machin, etc. T'as déjà été déçu par un GTA? Jamais, Jamais. jamais. Même le 4 au départ, le 4 quand je le reçois au début, quand j'y joue, je m'attendais pas à ça. Ouais. Parce que tu vois, tu quittes, déjà, tu es sur une nouvelle console, Mhm. et tu quittes l'univers que tu as pu avoir avec San Andreas, justement, et tu reviens à quelque chose de beaucoup plus froid, peut-être beaucoup plus, justement, on parlait de cynisme, beaucoup plus cynique, Ouais. etc. Mais il est incroyable, le 4. Le 4, c'est un Ah, j'aime épisode beaucoup, de ouais. fou Ouais, le furieux. 4, j'ai beaucoup Mais aimé. j'ai jamais été déçu. J'ai été surpris, Mhm. mais jamais déçu. Ok. Bon, de toute façon, on verra bien. On s'en reparlera de toute façon quand le 6 sera là. Avec plaisir. Mais en parlant des jeux vidéo, justement, on va parler un peu malheureusement, une chose qui arrive souvent encore aujourd'hui. On parle de la violence dans les jeux vidéo Ouais. et les jeux vidéo rendraient violents selon certaines personnes. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui pensent que le jeu vidéo, ça abrutit les gens, ça rend bête, ça rend violent? La première bêtise, c'est dire le jeu vidéo rend ceci ou rend cela. Mm. Le jeu vidéo, ça comporte plein de choses. C'est un art comme le cinéma qui comporte plein de genres différents. Moi, je compare toujours le jeu vidéo au cinéma dans une certaine mesure parce que évidemment, il y a l'interactivité avec le jeu vidéo que tu n'as pas forcément avec le cinéma, soit, mais tous les jeux vidéo ne sont pas faits pour tous les publics. Comme tous les films ne sont pas faits pour tous les publics. Maintenant, sur la violence dans les jeux vidéo, on a assez de recul aujourd'hui pour dire que tu fais référence peut-être à ce que notre président de la République a dit dernièrement et toutes les mesures qui ont été mises en place. Aujourd'hui, on a quelque chose qui s'appelle le PEGI, qui permet d'orienter les gens lors de leur achat. Est-ce que c'est conseillé, déconseillé à certaines tranches d'âge? Voilà, déjà ça c'est une Mm. chose. Mm. Je pense que c'est bien d'avoir ce type de recommandations pour des usagers, des gens qui achètent peut-être pour la famille, pour leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, peu importe. Maintenant, sur le fondement même de cette réflexion, je pense qu'il y a de nombreuses études qui prouvent avec un certain recul, parce que le jeu vidéo, c'est pas nouveau, ça n'a pas 5 ans, ça n'a pas 10 ans, ça n'a pas 20 ans, ça n'a pas 30 ans, ça va bien au-delà de ça. On a plein de générations qui ont grandi avec du jeu vidéo. Donc, est-ce que ça peut être un déclencheur chez certains, réveiller certaines choses? Mais j'ai envie de dire, comme au même titre que certains films, certaines musiques, on a toujours accusé un pan culturel, peu importe celui-ci, souvent des cultures qu'on considère comme marginales ou on va dire des sous-cultures. Ça pouvait être le rock, le métal, le cinéma, certains films, etc. Je pense que juste, il faut s'orienter et orienter vers les bons jeux pour le bon public. Mais non, fondamentalement, on ne peut pas dire que le jeu vidéo rend violent. C'est une bêtise de dire cela. Exactement. Bah, merci de l'avoir souligné en tout cas. Avec plaisir. Bon, on va fermer cette petite parenthèse sur le jeu vidéo et le manga. On va revenir à Sébastien enfant, à Canteleu. Ouais. Justement, comment tu arrives toi à Paris? Comment ça se passe ton arrivée à Paris? Bah, moi, j'arrive. Il faut savoir que mes parents étaient divorcés et mon père habitait à Paris. D'accord. Donc, je venais à Paris pour les vacances, en fait, de base. De base, je venais à Paris. Mon père était dans le 20e. Je venais à Paris voir mon père. Je venais pas le week-end, je venais que pendant les vacances.
Donc, je venais voir mon père, etc. Et à 17 ans, je déménage, je pars de Canteleu pour venir habiter avec mon père à Paris. Et donc, c'est à 17 ans que je suis arrivé à Paris, tout simplement. D'accord. Ok. Et à 17 ans, quand tu arrives à Paris, tu fais quoi? Tu continues les études ou tu as commencé à Euh, travailler non, je continue, je suis au lycée. Je continue 1 an. Et après, mon papa, il tombe dans le coma, donc j'arrête les études. Je cherche de quoi manger, je cherche à travailler. Et donc, je fais des petits boulots. Je galère, hein, très honnêtement. Mais ouais, j'ai terminé. Après, je fais ma terminale, je la fais en correspondance avec le CNED. Il faut savoir à cette époque-là qu'il n'y avait pas de distanciel, il n'y avait pas de Mhm. visio, il n'y avait pas de tout ça. On est en 2000. On est en 2000. Donc ouais. Ouais, ça devait pas être facile pour toi, mais bravo en tout cas. Bravo. Bah, bravo, c'est vrai, parce que c'est pas tout le monde qui peut traverser ce genre d'épreuve. Mais du coup, après, Sébastien Abdelhamid, on voit que tu arrives sur nos écrans. Tu Ah, arrives à la télé. c'est après. C'est quelques années après, ouais. Ouais. On saute un peu dans l'espace-temps, mais tu arrives à la télé. Comment ça se passe? Comment Sébastien Abdelhamid, qui débarque à Paris, débarque à la télé sur nos écrans? Eh ben, la première étape, c'est officieusement, c'est Game One. C'est que je regarde le level one. À l'époque, Marcus était parti et c'est Johan et Yannick, paix à son âme, Mm. euh, qui animent le level one. Et vraiment, je kiffe, je me tape des barres. Et justement, à cette époque-là, je fais ma terminale, du coup, avec le CNED, donc à distance, je reçois des bouquins, donc j'étudie de chez moi. Ok. Bon, j'étudie, c'est un bien grand mot, puisque globalement, je suis sur mon ordinateur que j'ai réussi à acheter parce que j'ai travaillé pendant 2 mois l'été et je regarde Game One toute la journée. Voilà, non, très honnêtement. L'école de la vie, Ouais, finalement. ouais. Et donc, je me marre tellement devant le Level One que j'envoie un email. Tu vois, à cette époque-là, on est en 2000, fin 2000, peut-être tout début 2001. Ouais. Début 2001. J'envoie un email et je dis, ouais, vous me faites grave marrer et tout, c'est cool, machin et tout. Et puis, je fais une remarque sur un jeu qu'ils avaient. Et là, ils me répondent et on commence à converser comme ça. Et un jour, ils me disent, bah, tu veux venir assister à une émission? Je dis, bah ouais, à fond. Et donc, je vais là-bas. Je me rappelle, c'était encore à Cognac G, je crois, Game One à l'époque. Je vais là-bas et tout. Je rencontre aussi Julien Telouk. Mhm. On mange ensemble et tout. On passe un bon moment. Et après vient l'émission. Et c'était sur Splinter Cell, le Level 1 Splinter Cell sur Xbox, première du nom. Et ils me disent, bah, tu veux venir faire l'émission avec nous? Je dis, bah, ouais, pourquoi pas, vas-y. Et on fait l'émission, on rigole bien. Et après, ils m'ont fait revenir de temps à autre. Mais c'est là où, en fait, où, entre guillemets, on va dire, en tout cas, j'ai une présence à l'écran à ce moment-là, très sporadique, pas officielle, tu Ouais. vois, mais c'est à ce moment-là. Mais tu es quand même là, à l'écran, tu fais Ouais, je plusieurs kiffe. émissions et tout, et tu as tout de suite envie d'apporter justement ta petite touche et ta petite connaissance sur le Je milieu. m'amuse. Ouais. Franchement, d'abord, c'est avant tout, je m'amuse, tu vois. Mhm. Moi, j'ai aucune ambition de me dire, ouais, je peux en faire une carrière, je peux transformer ça en quelque chose. Je me dis même pas c'est une opportunité. Je me dis juste, hey, je m'amuse. Je kiffe. Je m'en fous, en fait, qu'il y ait Ouais. une caméra ou pas. C'est juste que je passe un bon moment avec des gars que j'apprécie. Et voilà. Et après, euh, vient un moment où Yannick part. Et donc, un casting est ouvert pour présenter le Level 1. Et donc, on me dit, voilà, il y a un casting, etc. Et je dis, bah, vas-y, moi, je suis chaud. Et finalement, bah, je ne suis pas pris parce qu'ils ont pris Gérard Bast, Ouais. avec une autre personne, puisqu'ils voulaient un groupe Avec à la Johan, base. ouais. Johan Lefebvre. Non, Johan était déjà là. Ok, Ils ont d'accord. pris encore Ok. un autre gars avec, et voilà. Ok, d'accord. Donc là, je suis très déçu. Ouais, bah ouais. Très, très déçu. Là, tu retombes, entre guillemets, on va dire, sur Terre. Ouais, j'accuse C'est, le coup un petit peu parce que je me dis, punaise, j'ai fait plusieurs émissions, je croyais que ça se passait bien. Mais après, il faut dire que c'était une époque aussi où j'avais une barbe comme ça. Je dénotais énormément par rapport à ce qu'on voyait, même si je dénote encore aujourd'hui, tu vois. Et c'est là où peut-être que c'est problématique. Je dénotais par rapport à ce qu'on voulait, enfin, certaines personnes voulaient voir ou on pouvait voir à l'époque à la télévision. Ouais. Bah justement, moi, j'aimerais revenir sur un truc parce que après Game One, moi personnellement, tu vois, je t'ai connu avec l'emmerdeur. Ouais. Moi, je t'ai connu sur Canal Plus avec l'emmerdeur. Non, France Télé, là. France Télé, ouais, excuse-moi. France Télé. Mais ouais, maintenant, mine de rien, ça fait plus de 10 ans, tu vois. Donc, Bah ouais. Mais je me rappelle très très bien parce que moi, c'était la première fois que je voyais ce concept-là.
un mec qui achète une chaise ou je sais pas et qui lit les petites étoiles et qui après il brise la chaise, il va toquer à la porte. Moi ça me faisait gaulerie avec mes frères, on était morts de rire, on se disait mais ce mec Merci. c'est un ouf en fait, il a peur de rien, en même temps, on se rendait pas compte que c'était une émission etc. Mais moi je t'ai connu avec l'emmerdeur. D'où ça vient du coup ce concept là, comment tu l'as? Bah, à l'époque, du coup, moi, je fais des émissions une émission qui s'appelle le Superstore à cette époque-là, Ok. sur le jeu vidéo, sur Canal. Et je suis invité dans une émission qui s'appelle Viens dîner dans ma cité. Je fais l'émission et un des producteurs, c'est Jamel Ben Salah. Et je fit super bien avec Jamel, qui est réalisateur aussi de films, hein, et qui me dit j'ai une émission qui arrive, j'aimerais bien te mettre dedans, etc. C'est une émission sur la consommation. Je dis, quel rapport avec moi? Je vois pas, tu vois. Moi, j'étais dans le jeu vidéo, manga, animé, et je restais dans ce carcan. À cette époque-là, Ouais. je pensais que on pouvait faire qu'une seule chose, tu vois. Tu te sentais pas légitime de faire autre chose Non, mais que... même si à la base, je me sentais pas légitime pour faire ce que je faisais déjà, tu vois, à la base. Ouais. Mais juste, tu vois, je me disais, c'est pas possible d'aller explorer d'autres choses. Parce que, tu vois, ici, on est dans des cases, il faut rester dans sa case. Et il me dit, non, s'il te plaît, viens, fais un rendez-vous avec le rédac chef de l'époque, David Calvé. Je fais le rendez-vous et je m'entends super bien avec David. Et c'est Jamel et David qui me convainquent de venir dans l'émission. À la base, je me dis, je vais vraiment dénoter. Et on trouve un concept, etc. Et donc, on en vient au concept de l'emmerdeur. Je me dis, j'ai une idée, on va faire ça comme ça. On va montrer par l'absurde, on va dénoncer des fausses promesses marketing par l'absurde. C'est ça, en gros, Ouais. le truc. Et je veux faire marrer les gens, moi. C'était ça le but. Mais il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Parce que si c'est faire marrer pour faire marrer, t'es un comique et c'est tout, tu vois. Et c'est comme ça qu'on a fait, donc on n'est plus des pigeons et on a fait on n'est pas des pigeons, on n'est plus des pigeons. Et donc dans les deux, il y avait l'emmerdeur. Ok. Voilà. C'était ouf. Moi, j'ai des souvenirs, je te jure, quand j'y repense. Ah, mais Vraiment, moi, je me suis éclaté, sachant que c'est pas comme certaines caméras cachées truquées aujourd'hui, tu vois. Nous, c'était de la caméra cachée, tu savais jamais ce qui allait se passer. C'est-à-dire que tu allais et c'était. Donc, il faut provoquer les choses, Ouais, tu bah vois. oui. Vraiment. Faut vraiment provoquer la personne. Est-ce que tu as déjà eu peur de de te prendre une droite ou un truc comme ça? Bah, les seuls problèmes qu'on a eu physiques, vraiment, c'était avec Facebook, quoi. Ah ouais. On est venu 3 fois, ils ont mis des vigiles exprès pour nous. Il y en a un qui a violenté un des Ah ouais, cadreurs, merde, ok. qui a pris la caméra, qui a voulu effacer les rushs. Ça a été loin, ouais. Ouais. Ah ouais. Et du coup, bah, comment toi t'expliques justement le succès de ces émissions-là? Parce que tes émissions, elles marchent très bien. Bah oui, après, je l'explique, ça dépend. Je pense qu'avant toute chose, c'est que on fait des choses, en tout cas dans les émissions dans lesquelles je suis ou j'étais, c'est des choses qui sont sincères et c'est important pour moi. Et il y a une chose qui est très importante aussi dans les émissions, en tout cas, c'est de ne pas jouer un rôle dans le sens où celui que tu vois à l'écran, moi c'était important, euh, c'est celui que je suis dans la vie. Quand je dis dans les émissions, parce que je peux jouer un rôle dans Oui. des choses de fiction, etc. Mais à la télévision, à l'écran, etc. Donc évidemment, je ne suis pas aussi teubé que je peux. Enfin, j'espère que je pouvais l'être parfois dans certains segments où je poussais un petit Ouais, peu le truc c'est exprès. normal. Ouais. Mais je veux dire, je suis la même personne devant la caméra qu'en dehors de la caméra. Et cette proximité avec les gens et l'emmerdeur, ça a été justement un de ces révélateurs à ce niveau-là. Parce que autant sur le Superstore, ce que je faisais, on va dire le succès, entre guillemets, est aussi peut-être dû au fait que je parle de choses qui étaient encore niches à l'époque et qui parlaient à certains publics. Et peut-être la manière de le faire, à l'époque, c'était assez nouveau et ça parlait. Et puis peut-être qu'on faisait des bonnes émissions, tu vois. Mais l'emmerdeur, il y a, et on n'est pas des pigeons, il y a un autre révélateur, c'est qu'on touche toutes les couches sociales, Ouais. toutes les couches générationnelles. C'est-à-dire que parfois j'avais, et encore maintenant, des dames de 60 ans qui viennent me parler, qui me disent « Ah ouais, j'aime beaucoup, machin, etc. » Comme j'avais des enfants, ou comme j'ai ce que tu m'as dit tout à l'heure, des gens qui disent « Ah ouais, moi j'ai grandi Ah ouais. en regardant tes émissions. » Bon, ça me donne un coup de vieux, mais ouais, Ah, donc mais ça c'est carrément. cool. Hein. Moi, je me rappelle avec mes frères, on se mettait tout le temps, c'était le rendez-vous. On voulait trop regarder. On voulait trop regarder, ça nous faisait trop rire en fait. Merci beaucoup. Après, justement, toutes ces émissions, l'emmerdeur et tout, tu crées une émission, moi, qui m'a aussi, même, j'ai envie de dire, beaucoup, beaucoup inspiré. Parce que, grand fan de culture pop, tu crées Dans la légende. Et Dans la légende, moi, c'est une émission aussi qui m'a
j'ai regardé tous les épisodes. C'est une émission Merci. qui me touche beaucoup parce que chaque épisode, en fait, tu parlais d'un sujet qui m'avait marqué moi dans ma vie, que ce soit Michael Jordan, je suis très fan de basket, que ce soit Michael Jackson, que ce soit les jeux vidéo, Metal Gear Solid, bref, PlayStation. En fait, j'avais l'impression que je voyais une bande de potes et qui me parlaient de tout ce qui me faisait kiffer. Cette émission, comment elle arrive? Bah, c'est cool déjà d'avoir ton feedback là-dessus. Cette émission, elle est super importante pour moi parce que ça faisait longtemps que je voulais faire une émission qui parlait justement des grands marqueurs culturels et des grands événements, des choses qui ont impacté leur temps et qui continuent à le faire aujourd'hui. Et malheureusement, je ne trouvais aucune émission comme celle-ci et je voulais faire intervenir des gens qui étaient capables de justement parler, débattre et remettre dans le contexte toutes ces parties très importantes de la culture. Et du coup, il y a la chaîne Click TV qui se crée. J'avais une émission sur Click parce que Click, j'y suis depuis le début avec Mouloud. Mouloud, c'est mon mentor. Quand il me dit, bah, en plus de l'émission que tu as, j'aimerais que tu fasses une autre émission, etc. Et moi, je voulais faire cette émission-là. Et donc, je lui propose, il me dit, ouais, j'en mets, vas-y, let's go, on le fait. Et donc, c'est comme ça que on lance l'émission, quoi. Et tu vois, quand je l'arrête à contre-cœur. Ouais. C'est un concept, un format, et etc., que j'ai envie de faire évoluer dans le futur. Pas maintenant, parce que bah, je travaille sur tellement de choses que c'est très difficile de trouver du temps pour avoir une régularité et pour faire une émission comme ça. Mais c'est quelque chose que je voudrais faire à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, ce que j'exprime dedans, je continue à l'exprimer de différentes manières. Mhm. Mais voilà comment elle est, comme la genèse de l'émission, elle est là. Ouais. Ouais. Bah là, on voit actuellement que tu as sorti ta nouvelle émission aussi, The Bridge. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose qui est ouf. Tu le fais à l'étranger? Tu le fais, Ça dépend en fait. Et c'est ça d'accord. aussi la problématique, quand je le disais, c'est très dur de trouver le temps de faire ça. Donc même ça, Ouais. c'est très compliqué aujourd'hui, même de dire ce qui se passera dans le futur, parce que il y a tellement de choses qui se passent que Ouais. je suis sur beaucoup de projets et j'aime pas ne pas mettre la, la même dose d'énergie dans des projets quand ils me tiennent à cœur. Je peux Ouais. pas être à 50%, quoi. Ouais, c'est normal. Mais justement, après tout ça, on parlait de The Bridge et tout, on parlait de. Après dans la légende, qu'est-ce qui t'amène, parce qu'on peut le dire, maintenant tu n'habites plus en France, Ouais. qu'est-ce qui t'amène justement au pays du rêve américain, on va dire, aux États-Unis? Ah ouais, en ce moment, le rêve américain est un peu écorné, hein, on va pas se mentir. Ouais, ouais. Même si le pays reste fantastique sur plein d'aspects. Bah, moi, ça faisait longtemps, ça faisait plus de... La première fois que je suis parti à Los Angeles, je me dis, c'est ici que je veux vivre. Le climat, et il y a un truc, tu vois, quand tu as grandi avec le cinéma, avec les séries, avec la musique dans les années 90 et 80 et même 2000, Los Angeles, culturellement, c'est super important. Tu reconnais plein de choses, etc. Bref, il y a un truc particulier, tu vois, qui m'a vraiment marqué quand j'y étais. Et aussi la gentillesse des gens, le fait de pouvoir, dans ma vie, pour une fois, souffler, ne pas avoir l'énergie très agressive, parfois, d'ici. J'avais besoin d'aller ailleurs, honnêtement, et je savais que c'était là-bas. Et ça faisait longtemps que je voulais partir. Mais pour des raisons personnelles, je ne pouvais pas partir avant. Et là, j'ai dit, bah, ça y est, maintenant, c'est le moment. Et voilà. Attends Et que je tu suis t'y plais, parti. c'est le plus important. Ouais, ouais, non, franchement, moi, je suis bien là-bas. J'ai conscience des difficultés, des problématiques qui sont réelles. Je ne vais pas dire que je suis impacté par certaines choses, ça ne serait pas vrai. Mais c'est pas pour autant qu'il faut fermer les yeux, tu vois. Ouais. Et donc, j'essaye de l'exprimer à ma manière, c'est-à-dire de manière artistique. Et donc, voilà, quoi. Si je me trompe pas, en arrivant justement aux États-Unis, tu commences à travailler chez Marvel. J'ai Alors, chez Disney, Chez Disney, ok. pour Marvel. Ok, pour Marvel. Ouais, Ok, donc tu commences à bosser chez Disney pour le compte de Marvel ouais, aux États-Unis. Ça ouais. dure combien de temps cette histoire? Waouh, ça dure très longtemps. Ça dure quasiment 10 ans, un peu moins de 10 ans. Ouais, 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 ouais. Mais alors, j'habitais pas là-bas à l'époque. d'accord. Ok. C'est pour ça que je faisais aussi beaucoup d'allers-retours. J'habitais pas là-bas et c'est la première fois où j'ai été là-bas. La première fois où j'y vais, je D'accord. fais plein de rendez-vous avec plein d'entreprises, dont Disney. Et, on fait un, deux, trois, quatre rendez-vous et au final, on signe. Au final, je suis directeur de contenu pour justement les licences Marvel et Star Wars.
sur le territoire nord-américain. Et C'est ouf. ouais, C'est dingue. et c'est vraiment chambé, une expérience incroyable, jusqu'on va dire jusqu'à l'après-Covid et quand ils décident de tout mettre sur Disney+, et plus trop en sortie en salle. Il y a encore des sorties en salle US, mais qui sont beaucoup plus limitées qu'avant. Et donc, les budgets à ce moment-là, marketing, pour moi, faire ce que je voulais faire, se réduisent, ils réduisent mes équipes, etc. Donc, à ce moment-là, ça devient un peu plus... pas aussi excitant qu'avant. Mais ça a été D'accord. une expérience incroyable et c'était J'imagine. ouf. Et C'était c'était ouf. quoi tes missions? C'est d'organiser des événements? C'était promouvoir les films qui Ok, sortaient de n'importe quelle manière. Donc ça d'accord. pouvait être des événements physiques ou online, ou peu importe. C'était trouver des événements, enfin, une manière de faire résonner les films. C'est ouf. Donc, ouais, Moi, c'était quand chaud. moi, je le savais pas, hein. J'ai découvert ça il y a pas si longtemps que ça. Et je me suis dit, ah, mais en fait, il a 15 000 vies. C'est pas ça de la vie, il a 15 000 vies. Il a tout fait et ça fait trop Ah, j'ai plaisir. pas tout fait, mais j'ai beaucoup de vie. T'as fait la une de Forbes. Ouais, ouais, ouais. Raconte-nous. Bah écoute, alors je précise parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais Forbes, il y en a qui payent, etc., qui ont payé. Et c'est vrai, hein, il y a des gens qui payaient Ouais. des trucs pour des fakes, machin, etc. Non, non, moi c'est du coup j'étais contacté par une journaliste qui était rédactrice chez Forbes et qui était intéressée de faire mon portrait pour expliquer un petit peu bah, justement le parcours que j'ai eu. Et aussi la vie d'entrepreneur par rapport à l'agence que j'ai fondée avec mon associé. Et du coup, je suis très content, c'était très cool. Jamais de ma vie, je me serais dit que je me serais retrouvé dans une publication comme celle-ci, quoi. Donc moi, après, le principal, c'est de pouvoir parler en tout cas de mon travail et pas forcément uniquement de moi, tu vois, mais de parler du travail et de tout ce qui va autour, quoi. Justement, en parlant de tout ça, Disney, les mangas, les jeux vidéo, on voit justement ton intérêt à incorporer la culture pop dans la société. Dans tout, en fait, que ce soit Ouais, la mode, le cinéma, enfin, je sais pas, dans tout. Et on le voit aussi par rapport à tes créations, parce que tu as fait beaucoup de créations en termes de sneakers, en termes de ouais. chaussures. Comment ça arrive, ce truc-là? Comment tu fais, par exemple, ta première paire? Ta première paire, c'est Pac-Man, c'est ça, avec C'est Puma? ça, ouais, Ouais. Pac-Man. Comment ça arrive, cette idée de se dire, je vais faire des pompes à l'effigie de jeux vidéo Moi, j'ai toujours ou de manga? voulu faire de la sneakers parce que c'est une de mes passions. Mm. J'ai toujours voulu. C'est très compliqué, c'est très dur. Et un jour, j'ai des discussions qui se transforment en opportunités et on arrive à faire une paire, Puma Pac-Man, et c'est un succès. C'était pas forcément un succès programmé, Mm. parce que la licence Pac-Man, c'est 40 ans. Ouais. La paire de Puma, à l'époque, c'est compliqué en termes de positionnement, etc. Mais je pense qu'on a réussi à proposer quelque chose d'assez cool et finalement qui marque pas forcément que les gens de cette génération-là, mais aussi les plus jeunes et tout. Donc, vu le succès qu'il y a eu par rapport à ça, ça a été plus facile après de débloquer d'autres choses. Et après, bah, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin dans cette aventure. Et je le continue encore aujourd'hui parce que c'est vraiment un truc super kiffant, super stimulant. Et comme tu le disais, mon but, c'est aussi de ce qu'on appelle, comme je le disais un petit peu en préambule, cette culture populaire. Pour moi, c'est la culture d'aujourd'hui, à proprement parler. Et de réussir à faire rencontrer certains univers, Mm. c'est super. C'est super parce que on propage encore un petit peu plus, tu vois, cette culture-là, d'une autre manière, on l'a fait évoluer. Donc, c'est super stimulant. Ouais. Mais là, aujourd'hui, je crois que je réfléchissais pendant que tu parlais, je crois que hormis les marques, tu es le seul à faire ce genre de choses, en fait. Je connais pas d'autres créateurs individuels comme ça qui font des chaussures à l'effigie de Naruto, on va en parler, à l'effigie de manga ou de jeux vidéo. Enfin, j'en connais pas d'autres, peut-être que je me trompe, mais Bah, j'en connais pas non je plus, crois que tu es le seul. honnêtement, hein. Ouais. Il y a des autres gens qui font des collabs, etc. Mais sur ce type d'exécution, etc., non, j'en connais pas d'autres. Non. Ouais. Et du coup, après, tu as fait une paire, comme je l'ai dit, une paire ASICS Naruto. T'en as fait plusieurs, ouais. J'en ai fait 4. Ouais, t'en as fait plusieurs, ouais. Ouais. Je les ai toutes. Merci Je les ai beaucoup. toutes. T'as même fait des casquettes et tout, Ouais, j'ai tout, ouais. avec New Era, ouais. Ouais, ouais. Mais ça aussi, comment ça arrive, ce truc? Comment tu choisis déjà, quand tu te dis, bon là, vas-y, je vais faire une paire à l'effigie d'un manga, comment tu choisis le manga que tu vas mettre en avant et la paire? Comment ça se passe, ce processus? Bah, déjà, la licence, du coup, le manga ou l'animé, etc., c'est un choix qui est très difficile. Parce qu'évidemment, je choisis des licences que j'aime. Ouais. Mais toutes les licences que j'aime ne sont pas forcément fortes commercialement. Mhm. C'est-à-dire que si je fais
une paire sur Cobra, par exemple, pour parler de Cobra, ça va parler à une niche, Ah, une niche, 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 exactement. tu Ouais, vois. ouais. Mais le partenaire, la marque avec qui je travaille, c'est pas ça son objectif. Il y a des minimums de quantité Mhm. et ils veulent vendre plus que des minimums de quantité, ce qui est normal. Hein, voilà. Oui. Donc, il faut trouver quelque chose que j'aime, mais qui en même temps soit assez fort commercialement. Donc, c'est un choix qui est pas facile. Et ouais, c'est comme ça que ça se passe. Après, il faut aussi que la licence, on ait un bon fit ensemble, qu'on arrive à bien travailler, qu'on trouve les bonnes choses. Et moi, j'ai envie de faire des choses aussi, pas que des choses du passé, j'ai aussi envie de faire des choses actuelles. Donc, il y a Mhm. des choses qui arrivent prochainement qui vont être très, très cool. Là, pour 2026, il y a en animé, parce que j'ai 2 collabs qui arrivent dans Oh. l'année, mais il y en a une avec un animé, l'autre, c'est pas avec un animé. Je dis pas, c'est pas des sneakers. Mais voilà. C'est pas des sneakers. Non. Ok. Pour les sneakers, il faudra attendre tout début 2027. Voilà. Ok. Ok. Ouais, écoute, j'ai hâte de voir. Et 2027, il y aura de la sneakers, mais il y aura aussi une autre grosse collab où je suis très content aussi. Ah, écoute, bah, on te souhaite tout le meilleur et j'ai hâte de voir en tout Merci cas. J'ai beaucoup. hâte de découvrir. Mais du coup, en parlant de tout ça, tes collabs et tout, est-ce qu'aujourd'hui, là, il y a une collab ou une œuvre que tu aimerais créer? Un truc en particulier? Ça peut être tout, hein. Ça peut être un documentaire, ça peut être un film, ça peut être. Est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de faire là? Non, bah, j'ai un film, j'en ai fait un là. J'ai fait un cours qu'on a bouclé il y a quelques mois. Ok. Donc là, le cinéma, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement et c'est quelque chose vers lequel je me tourne aujourd'hui en toute humilité. Mhm. Mais pour moi, c'est un cheminement logique parce que ça fait très longtemps que je voulais le faire. C'était juste, faut pas faire pour faire. Il faut avoir quelque chose à raconter, il faut avoir un point de vue et après, il faut le mettre en scène. C'est une discipline que je respecte trop pour l'avoir prise à la légère. Donc j'ai pris le temps pour le faire. Mais aujourd'hui, oui, c'est quelque chose vers lequel je me tourne de manière active, quoi. Ouais. Donc le cinéma, Ouais. un big film. Ouais, des courts, films, c'est le cheminement Ouais. tranquillement, quoi. Tu es énormément attaché à ton quartier, Ouais, à Canteleu. ouais. On a vu, tu as fait plein de choses, même pour la jeunesse, bah, notamment avec tes paires de chaussures où tu as fait des distributions pour les jeunes et tout. Quel est comment dire, ton lien aujourd'hui avec ton quartier d'enfance? Mon quartier, ça restera chez moi. Ça restera chez moi. C'est là où j'ai grandi. C'est là où j'ai vécu énormément de choses, positives ou négatives, mais c'est des choses qui ont fait qui je suis aujourd'hui. Euh, j'ai toujours mes amis qui sont là-bas. Je suis. Enfin, je suis. C'est même pas attaché, c'est que ça fait partie de moi. Hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, je suis très touché quand j'y retourne. C'est peut-être très abstrait pour beaucoup de gens parce qu'ils peuvent se dire c'est juste un endroit où tu as grandi. Mais non, c'est l'endroit où je suis devenu qui je suis Où tu t'es aujourd'hui. fait, ouais. Hmm. C'est-à-dire que, comme je disais, dans les difficultés ou autres, c'est ce qui m'a formé. Et il y a autre chose aussi, c'est que au-delà de moi, mon attachement personnel, c'est aussi aujourd'hui, c'est un quartier qui est malheureusement frappé par de nombreux maux. Ça l'était déjà par le passé, ça l'est encore aujourd'hui, et qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont laissés pour compte. Et moi, que ce soit dans mon quartier ou ailleurs, évidemment, ça me révolte, mais évidemment qu'on est encore plus touché quand c'est dans notre quartier. Donc, quand je peux faire modestement quelque chose, je le fais. C'est clair. Et j'ai toujours dit, au plus que je peux faire pour Canteleu, et moi, ça me fera toujours plaisir. Je me rendrai toujours disponible, volontaire, et il n'y a aucun souci. Donc, mon quartier, ça fait partie de moi, et je le défendrai jusqu'au bout. Et qu'est-ce que tu dirais à un petit jeune, justement, qui se freine dans ses rêves, peut-être, qui ne voit pas loin et qui pense ne pas réussir? Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, ce petit jeune? Bah, je dirais déjà, c'est bien d'avoir des rêves, c'est bien d'y croire, et c'est bien de se donner les moyens de les réaliser. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui doit le freiner, ce petit-là, s'il a des rêves, qui mettent tout en œuvre, et ça passe par le travail, pour au moins ne pas nourrir de regrets. Ne pas dire dans 10 ans, 20 ans, ah, j'aurais dû essayer. Ah, tu vois, repenser après et dire peut-être que ma vie, elle aurait été différente si j'avais fait. Non, fais-le. Tu as le droit de rêver.
fais-le, va au bout, donne-toi les moyens. Aujourd'hui, on a plein de choses à disposition, même quand on est issu de milieux modestes, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir découvrir, pour pouvoir partager. On a tous un téléphone, on a tous Internet. C'est formidable. Donc non, aujourd'hui plus que jamais, il faut croire en ses rêves. Bah écoute, on arrive à la fin de l'émission. J'ai pour coutume de toujours finir mon émission avec 10 questions. Ouais. Ça peut être totalement random, hein, et sur tout et rien. Mais c'est là, tout le monde y est passé, Marcus et tous passés par là. Donc je vais te les poser et tu réponds ce qui te vient. Si tu pouvais avoir un rêve, ce serait lequel? Aujourd'hui, Excuse-moi, pas un rêve, un pouvoir, pardon. un pouvoir. Un pouvoir, ouais. La téléportation. La téléportation. Ah ouais, fort. Tirez où là? Tirez où tout de suite? Là, j'irai au soleil. Là. C'est clair. Non, mais ça me permettrait de régler beaucoup de choses dans ma vie. Ouais. Quelle est ta plus belle rencontre de toute ta vie? Si on reste dans le milieu professionnel, et au-delà de l'amitié, c'est Mouloud, clairement. Mouloud, c'est mon frère. Donc voilà, bien sûr, c'est ma plus belle rencontre c'est lui l'allumette qui enclenche le feu par la suite, quoi. Vous rencontrez comment, du coup? On se rend compte, à l'époque, je faisais du rap. Ah ouais, bah, je disais, t'as 15 000 vies, tu vois. Et lui, il s'occupait d'un groupe qui s'appelle La Caution, un groupe de rap que je kiffais à l'époque, que je kiffe encore. C'est des amis, c'est des refs. Et je sortais une mixtape et je voulais que le groupe soit sur la mixtape. Et j'étais au lycée, à Paris, à Voltaire, lycée Voltaire. Et j'ai un pote à moi qui me dit, ouais, il y a un concert, il y aura Mouloud et tout, c'est le manager de La Caution. Je dis, ok. Et je vais à sa rencontre à ce moment-là. Et c'est un coup de foudre. Donc, c'est à ce moment-là qu'on se rencontre. Ok. Ah ouais, donc c'est le rap qui vous a lié. Ouais, toutes ces années. en vrai, c'est le jeu vidéo après. Hein. Ouais, parce qu'après, je le perds de vue pendant un moment et je le retrouve à Game One, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, C'est vrai qu'il était chez Game One MTV pendant. Non, même avant ça. Il est en invité sur Level One un jour où je suis à Game One et c'était avant les réseaux sociaux. Ok. Et je sais plus, lui ou moi, j'avais changé de numéro, etc. parce que j'avais pas d'argent pour payer la facture, un truc comme ça. Et on se retrouve à ce moment-là et après, on s'est plus jamais lâché. Genre, on s'était perdu de vue pendant 6 mois, tu vois. Ouais. Donc, Tu vois, quand les choses doivent être faites, grave. elles le sont. T'avais quoi comme poster dans ta chambre quand t'étais petit? Ça, j'aime beaucoup. J'avais Jordan. Ah, classique. J'avais l'équipe d'Italie 96. J'avais Del Piero. Beaucoup de Del Piero. Ouais. J'avais Edgar Davids, Thierry Henry quand il a signé à la Juve. Ah, ouais. J'avais Anelka quand il était à Arsenal. J'avais Charles Barkley. J'avais Shaq. J'avais Ronaldo, R9. J'avais... je me rappelle encore de tous mes posters. T'en avais un tas. J'en avais plein. J'avais Pippen. J'avais Sean Kemp. Oh. Slam Dunk Contest 91. Ouais. J'avais... En fait, il faut savoir que moi, toute ma chambre était uniquement composée de posters. Tu voyais pas le papier peint. Ah ouais. Tu voyais pas le papier peint. C'était que des... Mais vraiment, que des posters qui... J'avais des BZ. Voilà, hein, c'était ça. Il y avait beaucoup de la Juve. Beaucoup. Il y avait Zizou. J'avais Zizou, évidemment. Obligé. Zizou, maillot de la Juve 97-98. Ouais, l'avenir était déjà écrit sur tes murs en vrai. Mais il y avait tout déjà. Il y avait tout. Ouais. C'est ouf, c'est ouf. Si tu pouvais vivre dans un univers fictif, ce serait lequel? Waouh, bonne question. Ça peut être tout, hein, jeu vidéo, manga, enfin animé, peu importe. Bonne question. Cinéma. Franchement, j'ai jamais pensé à ça. Peut-être celui de Mario, parce qu'il a quand même. Mario. Il est coloré, il est cool, ça. J'avais jamais pensé à ça. Tu vois. Ouais. Un truc à détente. Ok. Sauter et casser des briques. Ouais, non, mais tu vois, même c'est super coloré, c'est fun, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai. Peut-être, ouais. C'est vrai, la vie doit être belle dans le monde de Mario. Bah ouais. Pour toi, c'est quoi l'œuvre ultime? L'œuvre ultime, vraiment. Je dois te donner quelque chose. Ouais, une œuvre pour toi qui est ultime. Ça peut être tout, hein. Une musique, un album, un film, un jeu vidéo. L'œuvre ultime. Alors, qui n'a aucun défaut. Aucun défaut. Je vais te citer un film, je vais te citer Die Hard, tu vois. Ah, voilà. J'aime la réponse. Die Hard, c'est un film qui révolutionne le cinéma, qui révolutionne le cinéma d'action, mais le cinéma à proprement parler,
qui façonne toutes les années qui en découlent, etc. Donc, c'est un Le film, 3, c'est ton préféré? le 1, c'est mon préféré. Le 1? Ah, ok. Ouais, mais le 3, j'aime énormément. Mais j'aime les 3. Hein. Ouais. Moi, ça s'arrête à 3. Ouais, ouais, ouais. Même si le 4 est. Ça Ouais, va, il se tu regarde, vois, mais mais, on souffle un peu parfois. voilà. Mais non, le Die Hard, c'est trop fort. D'ailleurs, c'est le premier épisode de Dans la légende. Ah ouais, ok, ouais, j'avais pas fait. Ouais. Non, Die Hard, c'est pareil, j'aime trop ça. Et d'ailleurs, ça me fait de la peine quand je vois l'état de Bruce Willis actuellement, C'est dur. qui commence à perdre un peu. La marque ou la personne avec laquelle tu rêverais de faire une collab? Porsche. Porsche. Ouais. Ok. Je suis un fan de Porsche. Ouais. Ok. Bah écoute, on te le souhaite. Et la Juve. Et la Juve Évidemment. aussi? Ouais, c'est vrai, la Juve. Ouais. Bien sûr. T'es grand fan de Juve. Ouais. Bien sûr. Si t'allais sur une île déserte tout seul, mais tu pouvais apporter avec toi 3 objets, tu prendrais quoi? Une télévision, une console et des jeux. Ok. Tu branches au cocotier Ah, tu m'as pas dit, il n'y a pas d'électricité. Tu m'as dit une île déserte. Ok, ça marche, la console. D'ailleurs, console préférée? Super Nintendo. Super Nintendo. Le métier que t'aurais voulu faire quand t'étais un gosse ou un enfant, c'était quoi le métier de tes rêves? Joueur de la Juve. Ah ouais, footballeur. Footballeur pro. Mon rêve, j'aurais kiffé jouer, tu vois, devant un stade, Ouais. tout, la compétition. Ah ouais, ça aurait été incroyable. Ouais, j'aurais kiffé faire ça. Ça doit être un truc de fou, c'est vrai. Et dernière question, si t'avais devant toi Sébastien de 10 ans, tu lui dirais quoi? Je dirais... je dirais ça va aller. Ouais, je dirais ça va aller. T'inquiète. Ok. C'est ça que je lui dirais. Ça va aller. Ça va aller et ça va toujours dans la vie. Comme on dit, malgré les épreuves et tout ce qui peut nous arriver, il faut toujours garder le bon smile et le bon mindset. Sébastien Abdelhamid, je te remercie énormément d'avoir été présent dans la Merci à toi. capsule. Avec J'espère qu'on se plaisir. reverra dans d'autres trucs, dans d'autres projets. Et je te souhaite vraiment que du bonheur dans ta vie, dans tes projets. Et puis je te dis à bientôt. Bah, c'est réciproque. Merci beaucoup pour l'invitation. Force et longue vie au programme. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Salut, ciao.